Nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Depps, martiniquaise de 42 ans, responsable d'agence et cofondatrice du groupe Immédiat. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous livrer ton témoignage. Avec plaisir. Alors, loin de te recroqueviller dans le silence, tu as décidé de témoigner et de partager ton histoire de fille du célèbre Édouard Joseph dit Jojo Depps, mais aussi de te raconter dans ton unicité en tant que personne. Pourquoi avoir fait ce choix? Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, Nathalie? Donc, Nathalie Depps, responsable de la société Immédiat. Pourquoi aujourd'hui j'ai tenu à prendre la parole? C'est aussi parce qu'il y a peu de temps, il y a eu un reportage sur mon père et sur son frère, Henri Depps. Et c'était important, je pense, de donner un peu mon regard à moi sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait, comment ça agit un petit peu dans ma vie? Comment ça m'a fait prendre certaines décisions et pas d'autres? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans la musique? Puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui se demandent pourquoi les magasins sont fermés aujourd'hui. Justement, parlant de ces magasins, est-ce qu'on va revenir en fait d'abord à ton enfance? Est-ce que tu allais souvent en fait dans ce temple musical de la rue Isambert, petite? C'est ça. Donc, petite, on avait 3 magasins à pied et je rejoignais ma mère qui travaillait là et je faisais la fermeture avec elle. Donc, je pense depuis l'âge de 7 ans, j'ai commencé à aller travailler avec eux. Ensuite, il y a eu mon adolescence où là, à ce moment-là, j'ai pu être un petit peu plus indépendante et j'allais régulièrement dans le magasin de la rue Isambert. Il y a, je pense, beaucoup de clients qui me reconnaîtront peut-être. Et qu'est-ce que petite fille, tu te disais en fait avec toute cette musique J'ai toujours beaucoup aimé ça. D'ailleurs, j'ai un tic depuis. Dès que j'entends de la musique, j'ai tendance à sautiller parce que dans le magasin, je m'étais rendu compte que les clients achetaient plus facilement quand ils nous voyaient swinguer sur la musique en question. Mais c'est un métier qui m'a toujours beaucoup impressionné, beaucoup attiré. Puis à la maison, il y avait tout le temps plein d'artistes, donc forcément, ça donnait envie de faire un peu comme eux. Quand on est petite fille, on a tendance à regarder un exemple et à se dire j'aimerais bien faire ça aussi. Et t'as expliqué pourquoi en fait il fallait pas que tu sois chanteuse? Je pense qu'il aurait été déçu que je fasse un morceau et que ça ne marche pas. Donc je pense qu'il s'est dit on va pas se risquer. D'accord. Okay. Voilà. Mais tu chantes encore en fait pour ta fille? Je chante un peu pour moi, parfois dans ma voiture. Et pour ta fille? Et pour ma fille. On chante toutes les deux. Oui. Oui, puisque tu as une fille en fait âgée de 11 ans. Voilà. D'accord. Donc en fait, on va revenir un peu justement sur cette histoire. Ton père, il arrive en Martinique. Il tombe en fait de Guadeloupe, justement. Donc vous êtes effectivement d'une famille d'origine syrienne? C'est ça. Oui. Mon père et tous ses frères et sœurs sont nés en Guadeloupe, mais leurs parents étaient libanais. Voilà, et donc nous sommes d'origine libanaise. D'accord. Vers les 22 ans par là, mon père décide de venir en Martinique passer le carnaval et il rencontre en fait sur la savane près de l'Impératrice des Martiniquais qui l'accueillent à bras grands ouverts, un peu comme s'il était martiniquais lui-même. Il se sent indépendant, il se sent heureux. Ensuite, le soir, alors qu'il venait de rencontrer ces gens l'invitent à dîner, puis à aller rencontrer des groupes qui jouaient en live à l'époque, après le carnaval. Et mon père adore ça. Et il appelle sa famille et il dit « Je ne reviens pas. Je vais rester en Martinique, je ne reviens pas. » Et de là, Henri va lui prêter un peu d'argent et va lui trouver, Henri Depps, son frère, et va lui trouver en fait un magasin à la rue Isambert. Et ça va être ce premier magasin qu'il va monter. Qui devient un temple en fait que tous les anciens connaissent. C'est ça. Et au début, mon père n'est pas du tout dans l'objectif de faire de la production. Lui, il veut juste vendre des produits et surtout ceux des Depps, puisqu'à l'époque, Henri, lui, était déjà producteur. Donc, il va commencer par vendre les produits d'Henri, puis les produits d'autres artistes qui seront d'accord pour être vendus dans le magasin. Et il va se rendre compte qu'il vend plus de musique haïtienne
que de musique antillaise. Et il va appeler Henri, il va lui dire il y a un problème, ça va pas du tout. C'est pas normal qu'on vende plus de musique haïtienne en Martinique, on doit vendre plus de zouk. Et ils vont décider de collaborer ensemble et mon père va commencer à lui envoyer des artistes et ils vont produire ensemble sur un label qui s'appelle Disque Vacances. C'est ce qui est exceptionnel dans cette histoire, c'est-à-dire que en fait, Jojo Debs, en fait, il a été visionnaire. Il est arrivé en Martinique, il devient amoureux en fait de la population du pays. Il devient plus martiniquais que guadeloupéen. C'est ça. Et en fait, il décide finalement de pouvoir produire en fait de la musique. Rappeler aux Martiniquais en fait qu'ils ont en fait de la production de qualité, des artistes de qualité, et qu'il faut pas oublier en fait qu'ils ont en fait ces pépites-là et ces talents-là. Et c'est lui qui en fait remet en place tout ça. C'est exactement ça. Il va être visionnaire sur ça. Évidemment, quoi qu'il arrive, la musique haïtienne se vendra. Mais au moment où il décide de faire cette collaboration avec Henri, eh bien, ils font Lola Martin ensemble, ils font La Perfecta, ils font E+, et bien d'autres groupes encore. On va peut-être les citer parce que et ça va fonctionner. Voilà, parce qu'il y a quand même des groupes mythiques en fait, et finalement tout le monde oublie. Et c'est quand même assez particulier. Justement, on va revenir sur cette particularité-là. Toi, en tant que fille, en fait, ce que ça peut te faire, en fait, finalement, que il a été, en fait, finalement, entrepreneur, en fait, de tout ça. Et on va citer, effectivement, Jacob Desjabarieux, Kassav. Alors, tout ça, ça va arriver bien après. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, il y a ce label Disque Vacances qu'ils font à deux. Et effectivement, mon père envoie les artistes sur la Guadeloupe pour Henri. Henri les produit dans son studio et ils sortent sur ce label qu'ils ont en commun. Mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe à un moment donné. Je pense avec l'arrivée de Kassav, Henri ne croit pas dans le projet, ou il croit dans le projet, mais il pense que ça sera trop cher. Et il décide en fait de se séparer. Et quand il se sépare, en fait, Disque Vacances donc est dilapidé et mon père commence à enregistrer sur GD Productions. Et là, ça va être lui et lui seul. Et effectivement, il va produire donc les premiers albums de Kassav, mais également Kassav et tous ses chanteurs. Voilà. Donc je dirais en 6 ans, il a dû produire environ 16 ou 18 albums du groupe, dont 3 disques d'or. Ensuite, il va y avoir La Perfecta avec d'autres morceaux. Il va y avoir Malavoie aussi. Et puis surtout, beaucoup d'artistes comme Joby Bernabé, Éric Virgal, Pascal Vallot, Natacha, Edith Lefel et beaucoup d'autres encore dont je ne me rappelle pas, car malheureusement, j'étais très jeune à l'époque. Et au moment où il a eu tous ses succès, moi, j'avais 6-7 ans. À peu près. Et comment, justement, en fait, tu vis ce manque de reconnaissance ? Aujourd'hui, les personnes qui connaissent les productions de mon père, ce sont des personnes d'une génération qui ont, je pense, plus de 38 ans. Et toute la nouvelle génération, en fait, n'a plus cette habitude d'aller chez le disquaire, de choisir son album, d'ouvrir, de regarder les photos, d'avoir les chansons, d'écouter chaque morceau. Aujourd'hui, on a perdu en fait cet amour d'acheter l'album, de le conserver, de le réécouter quand on veut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne connexion Internet, avoir YouTube et écouter sans cesse le morceau que l'on veut. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais dans les inconvénients, aujourd'hui, on ne reconnaît plus la musique comme elle était à l'époque. Moi, étant très jeune, n'ayant pas beaucoup de mémoire, c'était difficile pour moi de rendre hommage à mon père et de tout raconter alors que je ne savais pas la moitié de ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, ce reportage est intéressant parce que des artistes ont accepté de parler, de témoigner, des artistes et des amis de mon père. Et c'est aussi pour ça que je suis fière, je suis contente de ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas tout dit, sinon le reportage durerait 3 heures. Mais vraiment, j'étais ravie. Je me suis dit, enfin, on en parle, enfin. Les gens peuvent se souvenir. En tout cas, ceux qui ont connu peuvent se souvenir. Et puis, il y a la nouvelle génération qui saura qu'à une époque, grâce à la famille Debs, la musique antillaise s'est révélée.
C'est vraiment génial. Mais effectivement, dans cette épopée, en fait, pour toi, en tant que fille d'eux, à un moment donné, tu as besoin, en fait, d'être Nathalie, tout court. Et donc, à un moment, donc, effectivement, tu décides de partir parce que c'était aussi un besoin aussi pour toi de t'éloigner, finalement, peut-être. Est-ce qu'il y a eu des choses, en fait, difficiles que tu as vécues Alors, j'ai toujours travaillé dans le magasin. De toute façon, mon père, il ne donnait pas d'argent comme ça. Il fallait venir travailler pour avoir l'argent de poche. Donc, j'y travaillais tous les mercredis, tous les samedis. Les autres jours, j'étais à l'école. Et à l'école, j'étais forte que dans une seule matière, c'était les mathématiques. Donc, je me suis dit, j'aimerais être prof de mathématiques. J'aime présenter les choses, j'aime apprendre aux gens des choses. Et c'était quelque chose que je maîtrisais bien, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, dans mes classes, je regardais mes professeurs et je me disais oui, je suis capable de faire ça. Et quand j'en ai parlé à mon père, il s'est moqué de moi. Il m'a dit j'espère que tu plaisantes. J'ai construit un empire, c'est pas pour que demain matin il meure avec moi. Donc tu seras pas prof. Tu vas venir. Tu es fille unique. Alors en fait, j'ai un frère. Oui. D'un premier mariage oui. que mon père a eu, qui a donc 10 ans de plus que moi, il s'appelle Joël. Mais en fait, il a toujours été élevé avec sa maman, et sa maman avait elle-même un magasin de CD. Donc lui, il s'est lancé dans l'événementiel, il organisait des concerts. Il a fait venir énormément d'artistes, dont des artistes de Eré Aimé Aimé, c'est des artistes de salsa. Et il a fait des concerts à l'Atrium, mais également en plein air, qui ont beaucoup, beaucoup fonctionné. Donc lui, il était moins dans le bain de cette succession. Donc lui, mon père, il voyait que moi. Il fallait que ce soit moi. Donc il estime que depuis petite, je suis dans le bain. Ça ne peut être que moi. Donc il n'accepte pas ma décision. Il veut à tout prix que je prenne la relève. Ensuite, quelques années, donc en 2-3 ans, on n'en parle pas trop. Je me dis, c'est bon, peut-être que finalement, je vais pouvoir. Et quand j'arrive en terminale, mon père fait une crise cardiaque. De cette crise cardiaque va y avoir une opération. Et dans cette opération, on va découvrir qu'il a un cancer généralisé, qu'il est presque trop tard pour soigner. Il va quand même le soigner un peu, mais pas trop. Et en fait, il va mourir dans 1 ou 2 ans après. Et quand il meurt, effectivement, je me retrouve avec le magasin et je n'ai pas d'autre choix que d'abandonner mes études pour reprendre ce dernier. Et quelle ne fut pas mon erreur, puisque je reprends le magasin. Et 1 an après, avec l'arrivée d'Internet, je réalise que je vends plus de CD vierges que de CD. Que je passe de plus de 300 ventes par jour à 20 et que je ne vends presque plus, je n'arrive plus à payer les charges. Donc je n'ai pas d'autre choix, la réalité me rattrape et je suis obligée de fermer le magasin. Aujourd'hui, je ne crois pas que quelqu'un qui est disquaire puisse tenir. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Internet, les gens ils ne veulent plus. Ils veulent plus acheter. Et puis il y a ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais connu ça. Avant, les DJ, ils venaient, ils achetaient. Tous les samedis, ils prenaient les dernières nouveautés. Ils repartaient avec 20 CD. Ensuite, le DJ, il a eu l'ordinateur portable. Hop, il branche tout. Il n'a plus besoin d'acheter de sons. Il crée lui-même ses sons. Il crée lui-même ses mixtes. Pourquoi est-ce qu'il irait chez un disquaire pour acheter? Ça n'a pas du tout d'intérêt pour lui. Donc, il a fallu fermer et je me suis retrouvée à Pôle emploi. Comment tu l'as vécu, ça? En fait, dans le regard vis-à-vis de toi, en fait, par rapport effectivement c'était difficile. C'était difficile cette tradition familiale et puis des autres. C'était difficile, c'est-à-dire que j'avais pas 36 solutions, c'est-à-dire soit j'allais voir Henri en Guadeloupe et je lui disais « Veux-tu que je travaille pour toi ?» C'était difficile, je me suis dit non. J'ai vu ça comme une manière de me rabaisser. Pourtant c'est la famille, hein, mais non, je ne me voyais pas faire ça. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit il n'y a pas trop le choix, il faut trouver une solution. La chance c'est que je vivais encore chez ma mère à l'époque, donc j'avais pas de loyer. Et arrivé à Pôle emploi, la dame qui m'a reçue m'a dit bon, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, et ouais, sur mon CV je n'avais vendu que des CD, vous avez très peu de diplômes, heureusement vous êtes jolie. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Et de là, elle m'a proposé un poste comme secrétaire médicale à la Galeria. Et j'ai commencé comme ça à l'âge de 23 ans. Voilà.
Et le regard des autres à ce moment-là sur toi, comment tu le vivais? C'est très difficile. À un moment donné, j'ai même quitté la Martinique. Parce qu'en fait, c'est bizarre, mais on est passé d'une famille qui était plutôt adulée. Les gens voulaient à tout prix nous fréquenter, nous connaître. Dès qu'ils nous voyaient, ils voulaient des CD. Ils voulaient le contact des artistes. Ils savaient que mon père organisait des soirées sur lesquelles ils auraient pu rencontrer des artistes. Donc il y avait tout le temps plein de gens autour de nous qui voulaient à tout prix être avec nous. Et puis voilà que le magasin ferme, il n'y a plus personne. Alors, je suppose qu'il y a plein de gens qui ont connu ça dans leur vie. C'est à ce moment-là qu'on voit les vrais. Eh bien, les vrais, il n'y en a pas eu beaucoup. Parce que le magasin, il a fermé, mon père, il est mort. Et là, je suis toute seule, je ne sais pas du tout quoi faire. Et il n'y a personne qui m'a appelée pour me dire « Alors, veux-tu faire ça avec moi ?» Il ne s'est rien passé. Donc, il n'y avait plus d'intérêt, en fait, pour nous fréquenter. Du coup, ils sont partis. Et moi, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire ? Et je me suis dit, pourquoi pas recommencer une vie ailleurs. Donc je suis partie au Canada quelques mois. Et c'est l'amour du père de ma fille qui m'a fait revenir en Martinique. Et de là, je suis revenue en Martinique. Et quand tu reviens en Martinique, après avoir passé tout ça, tu reviens avec quelle idée en tête? Je reviens en Martinique, déjà il se passe plusieurs mois. Je ne vais plus du tout sur Fort-de-France. Parce que j'ai l'impression que les Syriens, enfin tous ceux qui me voient en fait, voient la faillite. Et donc il est pas question en fait que je revoie ces gens-là. Et donc pendant quelques temps, il va se passer au moins 5-6 ans, je n'irai plus du tout, je ne vais plus fréquenter d'endroits publics et j'irai plus du tout à Fort-de-France pour voir ceux qui me connaissent. Et je recommence comme une deuxième vie sous le nom de mon mari. Et je décide en fait qu'on ne me connaîtra que sous ce nom-là. Et pendant des années, personne ne savait que je m'appelais Debs. D'accord. Et après, justement, parce qu'il y a un après, justement, de Nathalie. Nathalie qui revient en Martinique avec des projets nouveaux. C'est ça. En fait, mon ex-mari, le père de ma fille, va me donner l'opportunité de travailler avec lui au sein de la société Immédia. Je vais commencer comme assistante de direction et par la suite, un poste va se libérer en tant que commercial. Et lui va détecter chez moi cette possibilité de le faire. Alors on va essayer et en fait ça va très bien se passer. Et c'était en 2005. Et donc ça fait 17 ans et je suis toujours là et en responsable d'agence. Et justement, il y a quand même un lien en fait finalement entre cette agence en fait de communication, en fait avec les différents axes de Immédia et puis finalement de ton ancienne vie peut-être. Il y a des choses en fait, des ponts qui peuvent se faire. Alors, comment tu le vis? Chez Immédia, effectivement, on a plusieurs activités. Donc on a l'animation commerciale. On a également les prestations d'hôtesse, un peu moins depuis Covid, mais on est toujours là pour ça. On a également les châteaux de Noah, donc les châteaux gonflables pour les activités des enfants. Et puis, on a la partie communication sur laquelle on a des médias, donc des radios qui sont en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et maintenant la télé. Et c'est vrai que j'y ai vu comme un signe qu'on me propose de travailler dans un endroit où il y avait aussi encore de la musique. Et c'est vrai que du coup, j'écoute nos supports et je n'hésite pas à parler de temps en temps, à prendre la parole. J'écoute énormément aussi l'émission de Guignas avec Macrélage sur Fusion, ce qui nous permet de revoir des souvenirs. Je parle beaucoup avec lui parce que c'est un ami de mon père. Je parle beaucoup avec lui de mon père aussi. On évoque pas mal de souvenirs et ça garde quand même ce lien. Même si aujourd'hui je n'ai plus la musique dans ma vie à 100%, mais j'ai ce lien quand même avec les artistes, avec les nouveautés, avec le morceau qu'on va choisir à diffuser. Ça me rappelle des souvenirs et c'est vrai que je suis quand même contente de pouvoir me dire que j'ai quand même ça. Même si je n'ai plus les magasins, même si je n'ai plus la production, mais j'ai ça. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, est-ce que justement ça a influé sur ta relation aux autres ou tes qualités? Est-ce que tu peux nous en parler un peu, effectivement Alors, en tant que vendeuse dans le magasin, il fallait être très
très ouverte, très communicative. Donc, je pense que je l'ai été. Ensuite, avec la fermeture des magasins, je me suis recroquevillée sur moi-même. Je ne voulais plus voir personne. Après, j'ai été assistante de direction, donc je ne voyais que la direction. Je voyais très peu de monde. Et quand ce poste de commercial s'est libéré et qu'on m'a proposé cela, j'ai vu comme un challenge. Je me suis dit, je vais le faire. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui me dit, mais est-ce que je vais y arriver ? Et je pense que mes premiers coups de téléphone, je devais avoir la voix qui tremblait. C'était vraiment, je pense, difficile de me dire, oui, tu vas y arriver. Et puis finalement, ça se passe très bien. Et la personne que je remplace, qui était en congé maternité, nous annonce qu'elle a tellement aimé être mère qu'elle veut faire un deuxième enfant tout de suite et que donc elle ne reviendra pas. Et en fait, tout s'est goupillé, enfin je le ressens comme ça, tout s'est goupillé pour que finalement je puisse garder son poste et le développer. Et c'est ce que j'ai fait, je pense que je suis fière. Et j'ai pas eu d'autre choix que de m'ouvrir aux autres. Voilà. Et dans cette société, on emploie énormément de monde. On travaille à peu près avec 300 personnes par mois, en tout cas sur la Martinique. Et il faut recruter les jeunes, il faut les former, il faut leur donner envie de travailler. Ça, c'est encore une autre histoire. Il faut aller les voir en magasin, il faut les booster quand ils ne sont pas assez bien. Il faut leur donner des conseils quand ils sont perdus. Ça me rappelle un peu l'enseignement, du coup. Et franchement, c'est un métier que j'aime beaucoup. Chaque marque est différente. Chaque proposition de client est différente. On ne fait jamais les mêmes choses. Et vraiment, je suis ravie. Et en regardant un peu dans le rétroviseur, en fait, est-ce que toutes les blessures sont fermées? Ou il reste encore des choses pour toi, en tant que personne, justement, à digérer? C'est difficile parce que lorsqu'on parle de mon père, automatiquement, on pense à la réussite, mais on pense aussi à la suite. Je ne peux pas ne penser qu'à la réussite et je ne peux pas penser qu'à la faillite. Donc, quand je regarde dans le rétro, il y aura toujours cette partie qui va me rappeler qu'on a construit un empire qui n'a pas tenu. C'est dommage, mais c'est la vie. Je pense qu'il y a énormément de familles qui se reconnaîtront dans mon témoignage, qui verront que c'est pas facile et que parfois je pense à ceux qui ont créé les appareils photo et je me dis pareil, comme moi, ils avaient un empire et puis le téléphone portable décide qu'il peut faire des photos, parfois de plus jolies photos, et ils continuent à vendre des appareils, mais ils en vendent tellement moins. Et aujourd'hui, comment ils voient les choses ? Eh bien, il continue d'avancer parce qu'on n'a pas le choix. Mais quand il regarde en arrière, il pense quand même à sa vie d'avant et il se dit, c'est dommage. Je pense un peu comme ça. D'accord. C'est vrai qu'en fait, ça permet de prendre de la hauteur et du recul, finalement, sur les choses. Et puis on se dit que rien n'est jamais gagné et qu'il faut toujours se battre. Et même en amour, parfois, on peut imaginer que tout est acquis. Eh bien non, il faut toujours y aller, il faut toujours faire preuve d'originalité, puis surtout être à l'écoute des autres. Je pense que c'est important. Ne pas toujours penser qu'à soi, même si parfois on a envie, mais aussi penser, écouter les autres. Parfois, nous, on est heureux, on ne se rend pas compte que la personne qui est à côté de nous ne l'est pas. Donc, il faut qu'il y ait cette écoute, ce partage. Et puis, comment je peux faire pour aider cette personne ? Est-ce que je peux aider cette personne ? Parce que justement, dans ce que tu es en train de dire, en fait, c'est finalement, avec tout ce qui t'est tombé sur la tête, en fait, il te manquait des soutiens et des ressources pour pouvoir faire face. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la différence entre Henri Depps et Jojo Depps, c'est qu'en fait, mon père, quand il a rompu son contrat, si on peut dire contrat, avec son frère, il s'est retrouvé à produire des artistes sans studio. Lui, il n'en avait pas. Il n'avait que des magasins. Donc l'artiste, il le produisait, mais il payait, par exemple, 1 mois de location de studio. Henri, lui, il était propriétaire de ses studios. Donc l'artiste pouvait faire 1 jour ou 1 an dans son studio
À part payer l'électricité, il n'y avait pas beaucoup de charges pour lui. En plus, mon père, lui, était très mauvais gestionnaire. Je ne suis même pas sûre que tous les artistes avaient de vrais contrats ou des contrats. Donc, il pouvait partir du jour au lendemain, aller signer ailleurs. Alors qu'avec Henri, on ne pouvait pas partir comme ça. Et quand on partait, il y avait des compensations. Et même quand l'artiste partait, lui, en tant que producteur et distributeur, il touchait des royalties. Et puis, il était également compositeur, chanteur. Mon père, lui, ça ne l'intéressait pas. Quand la SACEM est venue le voir pour faire des papiers pour lui-même, il a dit « m'en pas besoin ça ». Il ne se rendait pas compte, en fait. Pour lui, les artistes n'allaient pas le lâcher. Il allait tout le temps y avoir de nouveaux artistes, et même si certains ne fonctionnaient pas, il y en aurait suffisamment qui fonctionnent pour pouvoir durer. Il n'a jamais pensé à investir dans la pierre. Il n'a jamais acheté un bout de terrain, une maison, un appartement. Il n'a jamais pensé à ça. Pour lui, il aurait eu de l'argent en permanence, avec des flux, mais toujours de quoi rebondir, recommencer et reproduire à nouveau. Et quand, peu de temps avant sa mort, il s'est rendu compte que non seulement il n'avait plus d'argent, qu'il ne faisait plus de production, que les CD se vendaient de moins en moins et qu'il n'avait pas d'héritage à laisser à sa famille, je pense que ça a été vraiment difficile pour lui. Vous en avez parlé? Je pense que sur la fin, mon père à l'hôpital, c'était pas le moment. Je pense que dans nos regards, il savait très bien, moi aussi, voilà, c'était pas la peine de lui enfoncer le clou. Voilà. Ça reste encore douloureux tout ça? Douloureux, non. Maintenant, j'ai refait ma vie, les choses ont changé. Maintenant, je fais tout par moi-même au moins. Je sais que je n'ai pas hérité d'eux, que ce que j'ai, c'est à moi parce que je l'ai construit. Mais c'est vrai que c'est dommage. Comment peut-on avoir brassé autant d'argent et ne pas avoir pensé à un moment donné à investir? Enfin, en tout cas, investir sur le long terme. À aucun moment, il s'est dit, on ne sait jamais, gardons une pomme pour la soif. Il ne pensait pas du tout à ça. Il était toujours dans un nouveau projet. Il pensait à la passion, en tout cas, de créer, d'entreprendre. Voilà, c'est ça. Pour lui, c'était ça. Il fallait, quand on gagnait tant d'argent avec l'artiste, il fallait prendre l'argent pour refaire un deuxième album. Quand je disais tout à l'heure qu'en 6 ans de collaboration avec Kassav, ils ont sorti entre 16 et 18 albums, c'est beaucoup trop. Vous imaginez combien ça fait d'albums par an? Ça veut dire que lorsqu'il gagnait avec un premier, il réinvestissait tout ce qu'il avait gagné dans le deuxième, puis dans le troisième, puis dans le quatrième. Pourquoi? Parce que Kassav a fonctionné énormément tout de suite. Et ensuite, chaque chanteur a voulu faire son propre album. Donc il y a les albums de Kassav, et puis il y a les albums de Béroir, et puis il y a les albums de Patrick Saint-Éloi, et puis ceux de... Même Jean-Claude Nemo, qui était surtout musicien, a voulu faire son propre CD aussi. Donc c'était pas possible. C'était impossible qu'il puisse s'en sortir avec autant de production dans une même année. Mais est-ce qu'on peut dire que c'était quand même quelqu'un, en fait, qui finalement... voyait les choses avec le cœur et en fait croyait très fort en la relation, l'amitié? Beaucoup. Il a été énormément déçu quand les artistes sont partis pour signer ailleurs. Mais que pouvait-il faire? Si les contrats étaient bons, les artistes n'auraient pas pu partir aussi facilement. S'ils sont partis, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et ce sentiment de trahison, finalement, est-ce que tu l'as toujours, toi? Par rapport à ce qui s'est passé? Non, écoutez, c'est pas moi qu'ils ont trahi. Donc non, je ne vois pas les choses comme ça. Je suis peut-être un peu déçue que certains ne parlent pas de lui, alors qu'il leur a donné la chance du début. Donc c'est dommage. Maintenant, on ne peut pas forcer les choses. Si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Donc il faut laisser ceux qui veulent en parler, et ceux qui préfèrent oublier. Ce serait quoi pour toi le pas d'après? Pour moi, plus tard? Oui, puisqu'en fait, là, il y a le témoignage, justement, où tu partages finalement des réflexions qui sont quand même assez intimes.
Donc, qu'est-ce qui serait pour toi, effectivement, le pas d'après? Que la mémoire de mon père reste, que peut-être un autre documentaire lui soit réservé, uniquement à lui, avec plus de détails sur ce qu'il a fait. Là, on a parlé de quelques artistes, mais on n'a pas cité un tiers de ce qu'il avait fait. Donc, peut-être parler plus longuement de ce qu'il a fait, des anecdotes. J'aimerais ça, un reportage d'au moins 1h30 qui lui serait consacré. Ce serait bien que quelqu'un m'appelle et me propose de ce projet en collaboration. En tout cas, le mot, il est lancé. Donc, le pas d'après, ce serait effectivement de pouvoir graver dans le marbre, en fait, tout ce qui a été fait. C'est ça. Et que ce soit quelque chose qu'on puisse retrouver. Quand on tape le nom de mon père sur Google, on ne trouve qu'une petite interview qu'heureusement, il avait fait à l'époque avec RCI et Mano. Il y a quelques temps, quelques années, bien avant qu'il meure. Donc je dirais, vu qu'il est mort il y a 20 ans, qu'elle date d'au moins 23 ans. Voilà, je voudrais quelque chose qui puisse lui rendre hommage et rester dans les mémoires. Et qu'on puisse retrouver, en tapant sur Google, qu'on puisse retrouver tout ce que mon père a pu faire pour la musique antillaise. Puisque d'après ce qu'on dit, il en a fait beaucoup. Oui. Alors pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas le graver? Oui, parce que jusqu'à maintenant, même dans les bals, en fait, on n'appelle pas plus ça bal, mais en fait, dans les soirées, en fait, quand je dis bal, c'est-à-dire les baptêmes, etc., on entend des morceaux, en fait, et effectivement, quand on cherche, en fait, d'où ça vient, qui est-ce qui a produit, on voit, oui, c'est Jodep. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que, en plus, il a produit quand la musique antillaise était au summum, je pense. Et donc forcément, pour ceux qui aiment le zouk nostalgique, lorsque vous faites une soirée, je dirais que sur 10 morceaux de zouk nostalgique, il doit y en avoir 7 qui appartiennent à GD Productions. Ou 8. On peut aller jusqu'à 8. Avec Henri inclus. Voilà, mais effectivement, oui. Mais il a eu beaucoup de chance. Et puis même moi, quand j'écoute certains morceaux, jusqu'à présent, je repense à ma jeunesse, je repense au magasin, je repense à ma vie d'avant. Et puis c'est aussi pour ça, les morceaux nostalgiques comme ça, c'est pour se souvenir. Et c'est des très beaux souvenirs. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et en parlant effectivement toutes les deux, quelles sont les images qui te reviennent, en fait, des choses que tu as gardées? Je me revois dans le magasin, alors parfois avec ma jupe du couvent, parce que j'ai pas eu le temps de me changer entre l'école et l'arrivée au magasin, parfois déguisée, parce que pour le carnaval on faisait des thèmes. Je me rappelle qu'un jour j'étais dans le magasin et il y a un client qui venait régulièrement le jour de la Saint-Valentin, il m'a emmené une rose. Il voulait me déclarer sa flamme, il ne savait pas comment faire. Moi, derrière mon comptoir, il n'osait pas m'aborder. Et là, il arrive, c'est la Saint-Valentin, il se lance et il m'envoie... il me donne cette rose pour comme me passer un message. C'est vraiment des choses qui sont gravées et que jamais je n'oublierai, jamais. Et juste pour finir, Nathalie, si en fait... est-ce qu'il y a des choses, en fait, finalement, que tu aurais fait différemment? Avec le recul, en fait, avec toutes ces années passées, est-ce que finalement tu te dis... Je pense avoir tout fait, moi, de mon côté. J'aurais été un peu plus adulte au moment où mon père a connu le succès. Je pense qu'en discutant avec lui, j'aurais pu l'aider à investir, à travailler différemment, à mettre en place des contrats. À faire en sorte que l'artiste enregistre en une semaine et pas en un mois. Je pense que j'aurais pu l'aider, l'aiguiller, parce qu'il n'écoutait pas grand monde, mais je pense qu'il m'aurait écouté moi. Là, aujourd'hui, à l'âge où j'ai récupéré le magasin, donc j'avais 20 ans, je n'aurais pas pu faire plus. Voilà. Donc, en fait, il te reste quand même des gens, donc tu disais effectivement, qui quand même sont restés, qui t'ont accompagné, des gens de l'époque? Alors, qui m'ont accompagné au tout début, mis à part la famille, donc les frères et sœurs et ma mère, ma belle-mère,
la dernière femme de mon père, qui a été présente jusqu'au bout, qui travaillait avec nous également dans le magasin. On a connu la faillite ensemble, donc on s'est soutenus à ce moment-là. Maintenant, les amis, pour moi, ont totalement disparu de cette époque, mis à part quelques amis de classe que j'ai retrouvés par Facebook par la suite, des années après. Mais sinon, non, les amis eux-mêmes ne sont pas restés. Les artistes ont disparu. Les clients du magasin, c'était pas des amis, je vois pas trop ce qu'ils auraient pu faire pour moi, mais certains me reconnaissent parfois et m'arrêtent pour me demander si c'est bien moi. Non, à part la famille, franchement, je ne vois pas qui est resté pour aider. Voilà. Mais maintenant qu'on parle beaucoup des productions d'EBS, certains amis de mon père ont pris l'initiative de reprendre contact avec moi. Je pense à Alain Oumis, je pense à Ignace et je pense aussi à Pierre Cataillé. Et ce sont des personnes qui ont connu mon père depuis son arrivée en Martinique et eux, ils ont beaucoup d'anecdotes à raconter à son sujet. C'est des personnes que je n'osais pas appeler moi parce que je me suis mis des barrières, peut-être des barrières inexistantes. Je me suis dit que peut-être ils ne voudraient pas témoigner, ils ne voudraient pas reparler de ça, que pour eux c'était le passé c'est le passé. Et c'est Ignace qui m'a dit « Mais si, tu devrais les appeler. Moi, je suis persuadée que ça leur fera plaisir de reparler de ton père avec toi. » Et quand je les ai appelés, j'ai été vraiment bien accueillie, j'ai été vraiment surprise. Et effectivement, ils avaient plein d'anecdotes. Et quand j'ai réécouté ça, ça m'a fait vraiment plaisir. J'étais très émue. Donc la boucle est bouclée? J'espère. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre, Nathalie? Que le Covid passe derrière nous, qu'il arrête et qu'il nous lâche la grappe, qu'on puisse recommencer à vivre normalement, qu'on puisse recommencer à aller danser. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai été danser. Je me demande si je sais encore danser. Qu'on aille au cinéma sans masque et qu'on s'amuse, quoi, tout simplement, qu'on revive. Je pense parfois aux artistes qui, depuis le Covid, n'ont pas pu faire de spectacle alors qu'ils ne vendent plus de CD. Je me suis demandé comment ils feraient. Il y a des artistes internationaux, ils gagnent des millions. J'ai envie de dire Beyoncé, si pendant un an elle ne fait pas de concert, c'est pas très grave pour elle. Mais je pense à un artiste martiniquais ou guadeloupéen qui pendant un an n'a pas de revenus, aussi bien sur les concerts que dans les boîtes de nuit. Je me suis demandé, vu qu'ils ne vendent pas de CD, comment ça se passe. Et j'étais bien contente de ne pas être dans ce cas et d'avoir été dans un autre profil professionnel, finalement. Et puis, que les événements reprennent, quoi. Qu'on refasse la fête. J'ai envie de ça. J'espère que, je pense, tout le monde a envie de ça. D'accord. Voilà. Merci Nathalie, ce sera le mot de la fin. Et merci pour ce joli témoignage. Merci à vous.